si vous regardez le nombre de donateurs et le montant des dons, la vie politique française est financée majoritairement par les très riches et presque uniquement par les très riches. Or, qu'est-ce que l'on constate? D'une part, ces très riches donnent très largement aux partis les plus marqués à droite d'un point de vue économique, aux partis conservateurs, donc ceux qui en profitent le plus en France, pour le dire très clairement, quand on regarde les comptes des partis, c'est d'une part les Républicains, d'autre part la République En Marche. Et de ce point de vue-là, la République En Marche, on devait la classer, ils disent ni droite ni gauche, en tout cas en termes de financement, ils sont plutôt très à droite de l'échiquier politique. Et deuxièmement, ce qui me paraît encore plus scandaleux d'une certaine manière, c'est que ces plus riches, qui financent très majoritairement la vie politique française, on les subventionne pour cela. Si, De manière indirecte, il faut expliquer comment, avec les Julia déductions Cagé. fiscales, mais avec des montants très élevés. C'est compliqué quand même une surfacturation parce que il faut savoir quel est le juste prix et pour une entreprise, ça n'est jamais facile de savoir combien il faut qu'elle vende une prestation immatérielle. Oui, c'est extrêmement compliqué, une surfacturation comme une sous-facturation, parce qu'il faut quand même rappeler que Jean-Luc Mélenchon n'est pas le seul candidat à avoir fait l'objet d'interrogations, notamment de la part de la Commission nationale des comptes de campagne. Il y a eu des interrogations autour notamment de la sous-facturation possible d'un certain nombre de prestations, notamment de la location de salles par une entreprise lyonnaise qui s'appelle GL Events dans le cadre de la campagne d'Emmanuel Macron. Et là, ça aurait été un phénomène inverse, c'est-à-dire ça aurait été un financement déguisé, puisque vous faites payer une prestation moins chère que le prix réel de la prestation. Et c'est vrai que c'est extrêmement dur pour la Commission nationale des comptes de campagne. C'est quoi le prix d'une salle? Par exemple, ça va dépendre, est-ce que la salle est occupée ou pas le lendemain? Est-ce que vous devez la libérer? Est-ce qu'il y a une forte demande sur la salle? Qu'est-ce qu'on peut faire rentrer dans des dépenses de campagne? Extrêmement compliqué. Si on reprend le cas d'Emmanuel Macron, il y avait eu toute une polémique autour de fraises Tagada. Voilà, Fraise Tagada, c'est-à-dire, parce qu'on connaît le centaines... prix d'une fraise Tagada, enfin en tout cas on peut le trouver. Est-ce que vous pensez qu'une équipe de campagne qui achète pour plusieurs centaines d'euros de fraises Tagada, ça doit rentrer ou pas dans les dépenses remboursables pour une campagne? C'est peut-être de l'alimentation personnelle, avant de parler d'enrichissement personnel, Julia Cagé. Et du coup... Du coup, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a besoin très sérieusement d'une commission nationale des comptes de campagne qui ait les moyens de faire son travail de manière extrêmement sérieuse, de manière extrêmement précise. On a besoin de beaucoup de transparence. Ça m'a paru très bien ce qui s'est passé au cours des derniers mois. On a vu des journalistes de différents médias aller à la commission nationale, enquêter, éplucher les factures. Et j'espère que ça va continuer, mais il va falloir définir pour le futur des règles beaucoup plus strictes. Julia Cagé, vous évoquez des sommes, 10 millions, 6 millions, donc pour des campagnes de partis politiques au présidentiel, c'est beaucoup d'argent. Pourquoi faudrait-il autant d'argent alors qu'il y a aujourd'hui un système médiatique qui permet par exemple de diffuser des meetings? Bref, expliquez-nous à quoi sert cet argent. Les dépenses de campagne servent à un certain nombre de choses. D'une part, il y a des meetings, parce qu'avant de les diffuser sur les médias, il faut déjà les organiser, il faut louer des salles, il faut louer des bus pour faire venir les citoyens. Par exemple, si le meeting est à Paris, c'est quand même bien que les supporters puissent venir de province. Il faut imprimer des tracts, il faut imprimer des banderoles, il y a des dépenses de communication. La plupart des candidats paient des communicants. Il y a des dépenses très élevées de déplacement, puisque les candidats se déplacent pas seuls, se déplacent avec une partie de leur équipe pour aller à la rencontre des citoyens. Il y a des dépenses d'alimentation, parce que aussi si vous vous déplacez avec votre équipe en province, il faut bien que les gens mangent et pas seulement des fraises Tagada. Donc on voit en fait qu'il y a un certain nombre de dépenses qui sont nécessaires pour une campagne électorale. La démocratie, elle a un prix. Ça c'est vraiment le point de départ de mon livre, et la question c'est de savoir qui va payer pour ce prix de la démocratie. Alors bien sûr, on est le matin, on parle de 10 millions d'euros, ça peut censé être exorbitant pour un certain nombre d'auditeurs, mais en fait le prix de la démocratie, notamment des campagnes électorales en France, est relativement raisonnable parce qu'on a mis des exemples. parce qu'on a mis des plafonds assez faibles en fait. C'est 16 millions d'euros pour le premier tour, 21 millions pour arrondir pour le second tour. Si on regarde l'ensemble des dépenses électorales des candidats pour l'élection présidentielle américaine en 2016, on a atteint 4,5 milliards de dollars. Donc même ramené à la population américaine, on n'est pas à la même échelle. C'est très bien qu'on ait ces plafonds en France. C'est quelque chose qui est extrêmement positif, parce que justement ça limite potentiellement le poids des intérêts privés, mais n'empêche qu'il faut quand même répondre à la vraie question: qui paie pour ces dépenses? Quelles sont les règles aujourd'hui, alors cette fois-ci en matière de financement? Alors on a bien compris qu'il y avait des pratiques jadis qui sont aujourd'hui des pratiques
a priori, en tout cas interdites, elles sont même a posteriori interdites, donc les dessous de table, les versements en argent liquide. Du coup, qu'est-ce qui est aujourd'hui licite, Julia Cagé, vous qui êtes professeur d'économie à Sciences Po et vous avez beaucoup travaillé sur ce que vous appelez le prix de la démocratie. Si on regarde le cas de la France, aujourd'hui en France, d'une part, et ça c'est une très bonne chose, c'est une des choses qui marche bien en France, les entreprises ne sont plus autorisées à donner aux partis politiques et aux campagnes électorales depuis 1995. Donc seuls les individus, les personnes physiques sont autorisées à faire des dons. Un individu peut donner jusqu'à 7 500 € par an à l'ensemble des partis politiques et 4 600 € par campagne électorale. On a l'impression en France qu'avec ce système, on s'est protégé de tous les excès, notamment les excès américains, et on aurait atteint une certaine forme d'égalité politique. C'est faux. C'est extrêmement faux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, 7 500 €, c'est beaucoup d'argent. 7 500 €, c'est la moitié du salaire annuel d'un smicard. C'est pas si loin finalement de la moitié du salaire annuel d'un Français qui gagnerait le salaire médian. Ce qui veut dire que contrairement à ce qu'on pense, 7 500 €, ça ne permet pas à tous les Français de donner la même somme, mais ça permet à une poignée de Français de donner plusieurs centaines de fois plus que la majorité des citoyens. Or, qu'est-ce que je montre dans mon livre ? Ce que je montre dans mon livre, c'est que d'une part, vous avez très peu de Français qui financent le jeu politique en France. Combien ? Moins de 300 000. Donc c'est moins de 1% des foyers fiscaux aujourd'hui en France qui font un don aux partis politiques. Si vous prenez ce même pourcentage parmi les 0,01% des Français aux revenus les plus élevés, vous avez 10% d'entre eux qui font un don chaque année aux partis politiques. C'est-à-dire que c'est très localisé, les gens qui aujourd'hui financent la vie politique. C'est un phénomène de classe. C'est un phénomène de classe. Vous n'avez aujourd'hui à la fois, si vous regardez le nombre de donateurs et le montant des dons, la vie politique française est financée majoritairement par les très riches et presque uniquement par les très riches. Or, qu'est-ce que l'on constate ? D'une part, ces très riches donnent très largement aux partis les plus marqués à droite d'un point de vue économique, aux partis conservateurs, donc ceux qui en profitent le plus en France. Pour le dire très clairement, quand on regarde les comptes des partis, c'est d'une part les Républicains, d'autre part la République En Marche. Et de ce point de vue-là, la République En Marche, on devait la classer, ils disent ni droite ni gauche, en tout cas en termes de financement, ils sont plutôt très à droite de l'échiquier politique. Et deuxièmement, ce qui me paraît encore plus scandaleux d'une certaine manière, c'est que ces plus riches, qui financent très majoritairement la vie politique française, on les subventionne pour cela. De manière indirecte, il faut expliquer comment. Avec les Julia déductions Cagé. fiscales, mais avec des montants très élevés. Donc si aujourd'hui vous faites partie des 10% des Français aux revenus les plus élevés et que vous faites un don à un parti politique de 7 500 €, le coût réel pour vous n'est que de 2 500 €. Les 5 000 € restants sont à la charge de l'État. Les 2/3 sont à la charge de l'ensemble des citoyens. Maintenant, si vous avez un petit salaire en France et que vous faites un don, encore une fois, pas de 7 500 € parce que ce n'est pas possible, mais de 300 € par an à un parti politique, le coût réel pour vous est de 300 €, donc vous payez plein pot quand vous êtes pauvre parce que vous n'êtes pas imposable au titre de l'impôt sur le revenu. Et ça, c'est extrêmement problématique parce qu'on a instauré en France un système de financement de la vie politique tel que les plus pauvres paient pour satisfaire les préférences politiques des plus riches. Et puisqu'on parlait de millions tout à l'heure, ce qui est important de souligner, c'est que le financement public direct des partis, c'est 63 millions d'euros par an. C'est environ 1 € par Français. Les déductions fiscales, c'est quasiment autant. C'est 56 millions d'euros par an. Sauf que là, ça ne bénéficie qu'à une toute petite poignée de donateurs et c'est un système profondément injuste, inégalitaire et je fais des propositions dans le livre pour le réformer.